Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, j'espère que tout le monde se porte bien. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner afin de faire grandir la chaîne. Alors, l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est l'histoire de mes parents. Donc, l'histoire se passe dans les années 2014. Donc, mon père, c'est un agent de la SEG. Je ne vais pas trop dire quel SEG parce que ici au Gabon, il y en a plusieurs en fait. En fait, mon père, lui, c'était quelqu'un, il aimait vraiment les copines. En fait, il avait plusieurs copines. Et c'est ce qui fait que lui et maman, ils ne s'entendaient pas vraiment à cause de ça. Donc, l'histoire, c'est quoi? Mon père était allé grossir, donc enceinter une jeune fille par là, une élève. Donc, quand il enceinte l'élève, la jeune fille, elle lui fait comprendre qu'elle ne peut pas garder la grossesse à cause de ses parents et tout. Donc, mon père, lui, c'était d'abord quelqu'un qui n'aimait pas aussi ce genre de choses. Ce qui fait que même à l'heure actuelle, il a beaucoup d'enfants en fait. Parce qu'il n'est pas vraiment pour l'avortement. Et là, mon père lui fait comprendre que non, moi, je ne peux pas te laisser avorter et tout. Lago a insisté, 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 insisté. Voilà comment mon père accepte. Il avait remis la somme de 100 000. Et la jeune fille, au lieu de prendre l'argent, d'aller dans une clinique afin de faire le processus normalement, elle va aller prendre, pour ceux qui connaissent, vous voyez le manioc là, ceux avec qu'on fait la tchéké et tout. Nous, on appelle ça ici des boutures pour les Gabonais qui connaissent. Voilà, donc elle avait pris les boutures pour mettre dans sa partie intime. Désolée. Donc, elle avait mis ça en bas là-bas. Et bon, elle était partie voir en fait un tradit praticien pour faire la démarche en fait. Donc, elle a pris les bois, elle a mis ça en bas et elle avait effectué un voyage d'un village à un autre. Donc, pendant le voyage, c'était un village qui n'avait pas vraiment une route assez propre. Donc, il y avait tellement de secousses que ça l'avait secoué là-bas. Et le bois de manioc avait causé des dommages dans ses troncs. Ensuite, ses parents l'ont emmené à l'hôpital et tout. Quelques temps après, la jeune fille est décédée. Quand la jeune fille décède, les parents ont convoqué mon papa en fait. Voilà. Donc, entre-temps, c'était pas mon père le géniteur parce que la jeune fille avait plusieurs copains et celui qui l'avait grossi en fait, il n'avait pas accepté. Donc, mon père, il a là la réunion et tout. Ils ont essayé de demander à mon père qu'est-ce qui s'est passé. Il a expliqué et tout. Donc, mon père, il est rentré chez nous, en fait. Voilà. Après, là, les parents ont géré ça de leur côté. Donc,
lorsque le corps est sorti, c'est mon père en fait qui avait mandaté sa famille pour aller chercher le corps à la morgue. Voilà comment mon père part avec son grand frère à la morgue. Ils prennent le corps, ils emmènent dans le corbillard et tout. Donc quand ils amènent le corps comme ça, à un moment donné, là où en fait, la route qu'elle avait pris pour voyager, là où elle a, on peut dire, perdu la vie, la voiture s'arrête, la voiture ne veut pas démarrer. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? La voiture ne veut pas démarrer. Ils ont essayé parce que, vous savez, on est africain, lorsque ce genre de choses se passe, et notamment, ils parlent avec la dépouille de la personne, en fait. Donc, ils ont parlé avec la dépouille que non, laisse-nous passer et tout. On va aller bien te déposer, machin. La voiture a démarré. Voilà comment ils arrivent et tout. Donc, pendant les obsèques, tout ça, c'est des choses que nous, on avait appris après. Parce que moi, je suis très petite, j'avais dans les environs de 9 ans et tout. Voilà. Mais je m'en souviens très bien. Donc, pendant l'enterrement, ils ont fait épouser mon père le cadavre de la jeune fille. Je ne sais pas comment ils avaient fait. Mais selon ce que ma mère m'explique, c'est que ils ont fait signer un papier. Et ce papier-là, ils l'ont mis dans la tombe en fait de la jeune fille. Quelque temps après, ma mère commençait à avoir des apparitions en fait. Parce que dans ce genre de cas, la jeune fille devait revenir en fait, revendiquer son foyer parce que spirituellement, le monsieur l'avait épousée, c'était sa femme légitime. Donc ma mère commençait à avoir des apparitions. Elle voyait la jeune fille là apparaître, lui demandant de partir et tout, vraiment, c'était choquant. Et après ça, ma mère était là, elle essayait de supporter tout. Malgré ça, ça n'allait pas. Souvent, ma mère était là comme ça, là, elle voyait comment la jeune fille là venait, genre, essayer de lutter en fait, d'essayer de lutter avec elle pour lui demander de partir et tout. Ma mère n'allait plus, ça n'allait pas. Ça n'allait plus, DMJ, je t'assure. Ma mère avait maigri, ma mère avait noirci, en fait, elle avait fané, tellement que l'esprit de la jeune fille là revendiquait son foyer en fait. Donc ma mère n'a pas pu supporter. Ma mère est partie. DMG, je vous assure que jusqu'aujourd'hui, mon père, vraiment, il n'est plus le même. Vraiment, ça me fait un peu mal, désolé. Il n'est plus le même. Et l'esprit de la jeune fille là continue en fait à le hanter en fait. L'esprit de la jeune fille continue de le hanter. L'esprit là continue de le hanter. Mais bon, le reste de l'histoire, vraiment, je connais plus trop. Mais c'est un peu cette partie-là que j'aimerais raconter avec vous. C'est pour dire aussi aux hommes mariés là d'arrêter en fait certaines relations avec les jeunes filles parce que tout peut se passer là-bas. Hein. Aujourd'hui, c'est le cadavre que mon père a épousé. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être autre chose. Et dire aussi aux jeunes filles que l'avortement n'est pas bien. Peu importe comment ça peut être difficile, l'avortement n'est pas bien. Parce que dans ce genre de choses-là, soit toi tu pars avec l'enfant, soit l'enfant part. Et c'est un péché, c'est pas bien. Parce qu'il y en a même en pratiquant l'avortement, après n'arrive plus à enfanter. Même si c'est dur, comment garder les enfants, l'enfant c'est une bénédiction. Bon, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour aux auditeurs de DMG, bonjour à toute la communauté. De quelque endroit que ce soit où DMG passe, je salue tous ceux qui écoutent les histoires de DMG TV. DMG, aujourd'hui, j'ai pensé à une petite histoire de ma vie. Je ne sais pas si elle est mystique, mais c'est une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai perdu mon père. L'histoire de la perte de mon père, elle est particulière aussi. Et il m'est resté dans
dans ma vie ou dans mon cœur ou dans mon existence un sentiment d'inachevé. Parce que, en fait, quand je dis un sentiment d'inachevé, un sentiment d'une histoire qui n'est pas conclue, j'explique pourquoi. Parce que je dis souvent aux gens que je n'ai connu mon père que pendant 2 ans, moins de 3 ans. Ce n'est pas parce que j'étais père inconnu, non, mais c'est parce que, vous savez, on est des Bantous, on est dans des familles. Ce n'est que maintenant que je vois les papas qui sont un peu plus présents à la maison. Mon père, c'était un Bantou pur, sûr et dur. Un monsieur qui, même s'il était minuit, quand tu voyais papa à la maison, même s'il était minuit, il va sortir. Donc, il était pratiquement dehors tout le temps. C'est-à-dire qu'il revient de son travail, il arrive à la maison, il se change, il ressort. C'était ça. Ça veut dire qu'on grandissait comme si on savait que papa est là, quand on le voit entrer, et la minute d'après, on le voit ressortir. Donc, il n'y avait pas une construction de vie vraiment, comment je vais dire, une vie avec des moments où je ne me sentais vraiment qu'avec lui, non. Donc, et en plus, comme je l'ai expliqué ici, moi, les choses de la vie ont fait que j'ai été maman très tôt, avant d'avoir mes 15 ans. Mon père, ne voulant pas prendre des décisions sur mon enfant, il m'a fait émanciper. Donc, je suis partie de la maison. En plus, je suis partie de chez mes parents très tôt. Donc, l'histoire du décès de mon père, ça, ce sera une autre vidéo. Donc, entre-temps, j'ai mon père qui est décédé. Et avant le décès de mon père, la personne avec laquelle je vivais, c'est mon père. Cette personne était venue demander la permission à mon père de m'emmener. Quand je suis allée vivre à Douala, cette personne était venue demander la permission à mon père de m'emmener. Donc, mon père savait que j'étais avec X ou Y. Donc, après, quand mon père décède, cette histoire-là, je viens de le dire, je m'excuse de répéter, je vais la raconter une autre fois. Donc, mon père est décédé et après les obsèques de mon père et tout ce qui s'est suivi, après les obsèques de mon père, je sentais toujours la présence de mon père. C'est-à-dire que si je me dispute avec mon homme et que on ne résout pas le problème et que, cette nuit-là, je vais rêver de mon père et ce ne sera pas comme s'il était mort, ce sera comme les 2 dernières années qu'on a passées, parce que les 2 dernières années que j'ai passées avec mon père, on était fusionnels. Ça veut dire que je lui parlais librement de ma vie, il discutait, il me donnait des conseils, on parlait librement de beaucoup de choses. Donc, et quand je me réveillais et que je réalisais que mon père n'était plus, je me mettais à pleurer. Après ça, la personne avec laquelle j'étais a décidé d'aller m'honorer, c'est-à-dire faire ma dot au village et tout. On est allé à Ebolova, on a fait la dot, tout s'est bien passé et tout. On est revenu sur Douala. Après notre retour sur Douala, je continuais souvent de rêver de mon père. Et le sujet de cet audio aujourd'hui, c'est 2 rêves qui m'ont marqué. Un de ces rêves, c'était quoi? C'était une nuit, je dors, parce que quand on est allé faire la dot, après la dot, on a demandé que ce monsieur, parce qu'on était ensemble depuis un peu trop longtemps, selon le goût de ma famille, il fallait qu'il donne une date du mariage civil. Il a donné la date, le mois et la date. Donc, la date était choisie. On est revenu et les choses se passaient, ça se passait. Et dans mon rêve, je rêve
que la concession, parce que ce monsieur, c'était une villa et il y avait une grande cour. Et dans mon rêve, je vois les gens de mon village qui arrivent dans la cour, qui installent les chaises, qui ont des camions, des pick-up de nourriture, on installe. Et je sors sur le perron de la maison, je suis ébahie. Je dis, mais... Et quand je dis, je voyais les gens de mon village, même ceux qui étaient morts, je les voyais, mais je ne les voyais pas comme étant morts. Je les voyais comme on était avant, c'est-à-dire que c'est des personnes et on bavarde, on discute, on se lance des vannes, des pics comme d'habitude. Parce que dans mon village, on est trop, comment je vais dire ça? On est un peu moqueur, on n'arrête pas de se lancer des vannes, peu importe que tu sois adulte, jeune, machin, on se charrie entre nous, mais vraiment, c'est bon enfant. Et je vois les gens qui arrivent. Mon arrière-grand-mère qui m'a élevée, elle était déjà décédée aussi. Et les gens arrivent parce que entre mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, il y avait juste, entre mon arrière-grand-mère et mon père, il y avait juste, je pense, 2 ans. 2 ans et demi. Oui. Et je vois et je me retourne vers mon arrière-grand-mère parce que c'était la personne qui m'aimait. Elle m'aimait beaucoup plus, je peux même dire plus que mon père n'aurait pu m'aimer. Mon père m'aimait, mon père m'adorait quand mon père dormait, qu'il se réveillait le matin, qu'il a rêvé de moi. Mais c'est une journée qui est illuminée pour lui. Donc, et mon arrière-grand-mère, c'était encore beaucoup plus. Et je me retourne vers elle, je lui dis, mais dis-moi, tous ces gens-ci, ils sont là pourquoi? Et mon arrière-grand-mère me dit, va poser la question à ton père. Et je sors, j'appelais mon père par un petit nom, je l'appelle, je lui dis, dis-moi, tous ces gens-là, vous êtes là pourquoi? Mon père me dit, mais on est là pour ton mariage. Je dis à mon père, mais non. Aujourd'hui, on est le 25, n'est-ce pas? Mon père me dit oui. Je dis à mon père, mais la date du mariage, c'était le 27. Mon père me dit, mais non, on a entendu le 25. Je dis non, la date de mon mariage, c'est le 27. Et mon arrière-grand-mère, je l'entends qui répond derrière moi. Elle dit à mon père, je vous ai bien dit que ce n'est pas encore le moment. Et je me réveille brusquement. Quand je me réveille brusquement, mais punaise, c'est quoi cette histoire? Et là, en réfléchissant, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis mise à pleurer, comme d'habitude. Et des mois après, je rêve de nouveau de mon père. Mais quand je rêve de mon père, je sentais sa présence. Et après ce rêve-là, quand je me suis réveillée en sursaut, je me suis mise de nouveau à pleurer. Parce qu'on était carrément à la maison, pas chez lui à Yaoundé, mais on était carrément chez nous au village. Et on parlait étant assise dans la cuisine de sa mère, donc de ma grand-mère, et on papotait. On était assis l'un en face de l'autre et il y avait le feu au milieu et on bavardait tranquillement. Et quand je me suis réveillée, je me suis mise à pleurer. Cette nuit-là, cette journée-là, j'étais vraiment pas bien toute la journée. Et la nuit, je rêve de nouveau de mon père. Et quand je rêve de mon père, il me dit, écoute, moi, je ne sais pas, à chaque fois que je viens te voir pour te montrer combien je t'aime, pour t'apporter mon soutien, dès que je pars, tu te mets à pleurer. À chaque fois, dès que je pars, tu te mets à pleurer. Je ne viens pas pour te faire souffrir ni pour te faire du mal, mais à chaque fois que tu te mets à pleurer, moi, ça me chagrine. Je pense que je ne viendrai plus. Quand il m'a dit ça dans les rêves, je lui dis, mais non, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je ne pleure pas mais je pleure parce que tu t'éloignes de moi. Il me dit, non, je ne vais plus venir. DMG. Là, à un moment, je suis comme si,
à moitié endormie, à moitié réveillée. Sur mon lit, je sens comme si quelqu'un est assis sur le bord du lit. Je me dis, mais c'est pas possible. La personne avec qui je vis n'est pas là, il est en voyage. Pourquoi est-ce que je sens que quelqu'un est assis? J'ouvre légèrement les yeux, je vois une ombre qui sort de ma chambre. L'ombre sort de ma chambre, la porte reste ouverte et là, j'entends quelqu'un qui toque à ma fenêtre, mais vraiment avec un grand bruit. Il pleuvait dehors et vous connaissez les pluies de doigts et devant chez moi, il y avait la gouttière. Donc, avec les coupures d'eau, qu'est-ce que les voisins faisaient quand il pleut? Ils venaient mettre les bassines, les seaux pour recueillir l'eau de pluie. Et là, quelqu'un toque à ma fenêtre. Quand j'ouvre je me réveille réellement, c'est ma voisine qui toquait à ma fenêtre. Elle me dit, mais Sandrine, tu as dormi la porte ouverte. Comment tu peux dormir la porte ouverte? On est en plein Douala. J'ouvre les yeux, je dis, mais non, j'ai fermé ma porte. DMG, la porte de ma chambre était ouverte, la porte de mon salon était ouverte. Donc, j'ai senti mon père se lever et partir, ouvrir la porte. J'ai vu la silhouette, mais il est vraiment parti. La porte est restée ouverte, les deux portes. Et ma voisine m'a réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis levée, je suis allée fermer la porte. J'étais pétrifiée. Ce n'était pas une peur, mais je n'avais pas peur parce qu'à chaque fois que je me réveillais, je n'avais pas peur. Mais c'était un sentiment de déception, un sentiment... Tu vois, quand il y a quelque chose qui te déçoit ou qui te fait vraiment mal, tu es pétrifié. Donc, j'étais pétrifiée comme ça. Et depuis ce jour-là, DMG, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus jamais vu mon père en rêve. Pas une seule fois. Je l'ai déjà appelé, j'ai déjà pleuré, je l'ai invoqué, j'ai fait tout. Mon père, je ne l'ai plus jamais vu en rêve jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si mon histoire est mystique, si c'est mystérieux, mais je tenais à vous partager ça. Que lorsque vous avez la chance, et à chaque fois que j'avais un problème, quand je le voyais, ce n'était pas pour... non, c'était pour en discuter du problème que j'ai eu et il me donnait son point de vue et à partir de son point de vue, je trouvais la solution à mon problème. Et le rêve avec mon arrière-grand-mère qui m'a dit que ce n'était pas encore le moment. Je vais vous dire, auditeurs de DMG, que je ne me suis pas mariée avec ce monsieur. Non, on ne s'est pas marié. On ne s'est pas marié. Et ça ne s'est pas passé tout de suite. Ça s'est passé après. Après, j'ai même fait un enfant avant ça. Et c'est après, pendant que cet enfant, elle avait, on va dire, dans les 10 mois, 12 mois que le mariage s'est terminé, que notre relation s'est terminée. Donc, ce n'est que lorsque ça s'est terminé que j'ai compris que ce n'était pas encore, qu'on m'a dit clairement que ce n'était pas encore le moment que je me marie. Je me suis mariée aujourd'hui, je ne le suis plus parce que j'ai perdu mon mari, mais j'ai été mariée à quelqu'un d'autre, mais pas à celui-là. Donc, je ne sais pas si c'est mystérieux, si c'est mystique, mais voilà ce que j'ai vécu avec mon père, avec mon arrière-grand-mère. Et voilà. Les personnes qui m'aimaient vraiment d'un amour pur, sincère et tout. Voilà. Merci DMG, merci la communauté DMG, merci auditeurs de DMG. Je vous salue et je vous demanderai gentiment et humblement de liker, de partager et de faire grandir notre communauté. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien de vos côtés. Chez moi, ça va, par la grâce de Dieu, parce que je le mets toujours devant. Ok. Cette histoire est la mienne, et j'espère que
à travers mon histoire, ce que j'ai vécu, car elle est bel et bien réelle. Les parents qui sont dans cette communauté vont protéger ces enfants, leurs enfants. Désolée pour mon français, j'espère que vous allez comprendre. Je ne parle pas très bien le français. À travers mon histoire, au moins, je peux toucher quelques parents, car le dehors est mauvais. Ça fait déjà 6 ans en arrière que j'ai passé des moments difficiles. À l'époque, j'avais mes deux parents, mais je vivais avec ma mère. euh, donc, je ne m'entendais pas trop bien avec elle. Ma mère, c'est le genre de mère que quand l'enfant grandit, elle veut que l'enfant puisse gaspiller pour elle, acheter la nourriture. Voilà, c'est bien, mais quand tu pousses déjà l'enfant à aller chercher dehors, euh, c'est vraiment pénible, selon mon point de vue. Donc, moi, mon ex, à l'époque, mon petit ami, lui, il n'avait rien. C'est-à-dire, il m'aidait même pas. Mais malgré ça, je m'accrochais à lui parce que j'avais espoir et je l'aimais beaucoup. J'étais vraiment amoureuse de lui. Mais lui, il jouait au bandit et voilà, quand il voulait, il s'est séparé de moi. Il faisait le break. Bon, donc du coup, on avançait toujours comme ça et voilà, je continuais toujours dans la relation. Donc, on avait fait encore un break, c'est-à-dire il ne voulait pas, il s'était fâché et il avait décidé de couper les ponts. Et moi, je pensais que c'était définitif. Donc, je vais revenir sur ça. Donc, retenez ça. Euh, je me sentais mal parce qu'on s'était séparés et voilà, j'étais triste. Donc, du coup, je partais au cours. Et un de ces soirs, je revenais en marchant vendredi. Je marchais un vendredi soir. Je marchais 17 heures, vers les 17 heures comme ça, 18 heures. J'étais en train de marcher. Et il y a une voiture qui s'arrête. Il y a 4 hommes dans la voiture. Deux devant et deux derrière. Et l'un des hommes qui se trouvait derrière me salue et me dit bon, il me propose, il va aller me déposer. Quand j'ai vu les 4 hommes comme ça, là, j'ai dit non. Il me dit, n'aie pas peur, voilà, n'aie pas peur, on ne va rien te faire de mauvais. Je veux juste t'aider. Il a insisté. Ok, je suis montée. On a commencé. Bon, la voiture roulait et la voiture s'arrêtait. Il y a deux qui sont descendus et celui qui conduisait est descendu pour se mettre derrière et l'homme qui m'a abordé est monté devant. Il m'a aidé de passer devant parce que l'homme là, pardon, devait descendre devant. Donc, quand il est descendu devant, avant d'arriver dans mon quartier, il a enlevé le téléphone de sa poche et il m'a donné pour que je mette mon numéro. Et bon, j'ai mis sans réfléchir parce que j'étais déjà dépassée en fait. Dépassée, je me suis dit, dans mes pensées naïves que j'étais, j'ai dit, oh Seigneur, merci car j'ai trouvé une bonne personne au moins. Peut-être qu'il va m'aider, machin. Vous voyez un peu. Ok, il est parti me déposer. Je lui ai montré l'entrée de là où j'habitais. Et il a dit, ok, je suis descendue, je suis partie. Quelques minutes après, il m'appelle, je réponds. Il me demande ce que je fais. Il me demande ce que j'ai mangé. Bon, j'ai dit, ah, j'ai uniquement qu'à manger. J'ai trouvé beaucoup de travaux. Donc, du coup, je vais essayer de finir ce que je suis en train de faire pour essayer de voir si je peux préparer quelque chose. On a commencé à parler, machin. On a raccroché. J'ai continué à mes occupations. J'ai pris une douche. J'ai mis le pyjama que j'allais dormir. Et donc, bon, pas totalement dormi, c'est-à-dire il était déjà vers les 21 heures, comme ça. J'étais à la chambre et il m'appelle encore. Il me dit qu'il est il est à l'entrée. Donc je suis sortie. Il me demande ce que je veux manger. On part. Voilà, il m'achète ce que je veux manger. Je prends, on monte dans la voiture et il part me déposer chez moi. Je vais essayer d'être bref. Avant de descendre, il me donne 50 000 TMG. Mon cœur, excusez-moi pour l'expression, vous avez pensé que j'aime l'argent, machin. Mais à l'époque, euh, dans tout ce que j'avais, dans la situation que je passais, les moments difficiles, j'ai dit Seigneur, merci, car tu as écouté mes prières. Donc, les 50 000 qu'il m'a donné là,
Et la façon dont l'homme s'est présenté, j'ai dit Seigneur, c'est le bon. J'ai pris sans réfléchir. Il m'a dit qu'il devait voyager et au cas d'un besoin, de l'appeler, de faire 2 semaines. Mais moi aussi, quand il m'appelait, machin, on parlait, mais je ne demandais pas parce que je n'aime pas trop demander. Il est revenu. Moi, je voulais une relation sérieuse, mais lui, non. Il m'a fait comprendre qu'il avait juste envie de passer du temps avec quelqu'un, mais il devait l'épauler. J'ai dit, ok, j'espérais lui faire changer d'avis. Ok, on va sauter tout, machin. On a commencé à sortir ensemble, mais lui ne m'emmenait jamais chez lui. Il m'emmenait toujours dans... Il avait plusieurs maisons. Il m'emmenait toujours dans l'une de ses maisons. Et ok, avant de partir, vu que je devais faire un voyage chez mon père dans un autre pays, avant de partir, j'étais partie dans l'une de ses maisons. Et dans la chambre, retenez bien ça, dans la chambre, il y avait une porte qui était bloquée. Et je crois que c'est la porte, vous voyez, quand il y a des maisons où il y a un dressing, machin, oui. C'était bloqué. Et personne ne pouvait rentrer là-bas. Donc, il n'y avait même pas aussi de lumière là-bas. Et tout était éteint. Et quand il ouvrait les fenêtres, vu que c'était à l'étage, il y avait beaucoup de lumière. Vous voyez, quand c'était à l'étage, il y a beaucoup de lumière, donc c'est clair. Donc, on pouvait être là-bas à l'aise comme ça. Voilà, retenez bien ça. Donc, du coup, je suis partie. Après ça, je suis partie au Gabon, dans le pays de mon papa. Et là-bas, dans la maison de mon père, j'ai commencé à faire les mauvais rêves. Dans l'un des rêves, le monsieur apparaît. C'est-à-dire, il est en train de me chercher et moi, je me cache. Il m'appelle, je ne réponds pas. Dans l'autre rêve encore, la même histoire. Maintenant, dans l'autre rêve, il cogne la porte, il essaye de rentrer dans ma chambre. Mais je fais tout pour me cacher. En fait, les rêves que j'ai faits étaient tellement réels et ça me faisait peur. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ressentais ça, ça me faisait peur. Un de ces jours, mon père décide de partir et voilà, de consulter quelqu'un. Comme ça, là, juste, parce que j'avais un problème, et je ne veux pas parler, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'avais un problème familial, non? Voilà, donc du coup, on était parti, on avait consulté, machin, et l'homme qui faisait la consultation m'a dit, a dit à mon père que je n'avais qu'à faire, je dois faire attention, parce que c'est dans le pays de ma mère qu'on m'a gaspillé. Et on est en train de me chercher en ce moment les sorciers. Et on est rentré comme ça là même. J'ai supplié à mon père que je voulais rester, je ne voulais pas partir. Il m'a dit non. Vu que j'étudie là-bas et machin, je dois retourner. Et je dois préciser que DMG, mon père, lui, il n'avait pas de problème d'argent. C'est-à-dire, quand moi je parlais avec mon père par téléphone, je lui disais que je travaillais et qu'il ne devait pas s'inquiéter, il ne devait pas m'envoyer l'argent parce que je n'aime pas demander et je n'aime pas en fait, jusqu'à présent, je n'aime pas qu'on puisse ressentir la pitié pour moi. Et même si c'est mon père, je ne voulais pas qu'il gaspille pour moi parce que je savais ce qui passait. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes. Donc du coup, il ne savait pas que il ne savait même pas en fait que je sortais avec les hommes aussi. Il m'a dit non, je dois retourner. J'ai dit ok, je suis retournée. Donc, du coup, la seule fois où j'ai revu l'homme là, voilà, j'ai passé des mois et des mois. Comme je disais, j'ai passé des mois et des mois, on ne se voyait plus. Dans rien du tout, il a coupé contact avec moi parce que quand j'appelais, le numéro ne passait pas. Il a coupé contact avec moi, comme ça là, des mois et des mois. Donc, je suis arrivée à la fin d'année de mon lycée, on dit ça comme ça, voilà. J'avais fini la classe. Mais je continuais à faire le travail que je faisais. Ah ouais, ok. Et un jour comme ça là, je vois le téléphone qui sonne, c'est le monsieur en question. Mais il faut préciser aussi que DMG, quand je suis revenue, en fait, quand j'étais avec lui, j'ai passé des moments difficiles
c'est-à-dire, je ne passais plus trop de moments difficiles, mais j'avais toujours de manque. C'est comme si il me donnait, mais un truc qui se gaspillait pour que je puisse encore aller lui demander. Donc, du coup, voilà, il m'appelle. Ok, j'ai dit, ah, c'est bien. S'il m'appelle encore, ça veut dire que voilà, oui, je l'intéresse encore. J'avais zappé l'histoire du rêve, des rêves que j'avais fait. Et ce qu'on avait dit à mon père, les sorciers, là, moi, je pensais que c'était les gens de ma famille. Donc, je n'ai même pas prêté attention sur ça. J'étais contente, j'ai dit, ok, machin, ça va. Donc, la seule fois où j'ai pu le voir, mais il faut d'abord savoir que voilà, j'ai pas honte de le dire. J'étais étonnée, vu que quand j'étais revenue du Gabon, je l'ai appelé, ça ne me passait plus. Mon ex a voulu se réconcilier avec moi. Donc j'ai dit, ok, s'il veut quelque chose de sérieux, je vais accepter vu que je suis à nouveau célibataire, donc je vais accepter. Donc on a commencé à sortir ensemble. Et dans tout ça, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et c'est comme ça que l'homme là apparaît du coup. Et ok, on doit se voir. Il me fixe le rendez-vous. Et c'est dans la maison, euh, que j'étais avant de partir chez mon papa. Ok, il est venu me prendre, on est parti là-bas, on est monté. J'ai remarqué un truc, c'est que quand on est parti, le gardien me regardait de façon bizarre et je ne comprenais pas. Je vais faire d'abord une petite parenthèse. Il y avait un jour aussi, euh, après nos histoires machin, il était venu me chercher très tôt avant. Il était venu me chercher très tôt. Et donc, du coup, il m'a dit non, il va aller regarder un chantier à lui, car on l'appelait il y avait des choses bizarres là-bas. Il a garé et il me dit, regarde, ça c'est mon chantier. Tout à coup, je lui montre des crier, hey, ça c'est quoi? Et moi, je suis là, je lui dis, mais tu vois quoi? Il me dit, tu ne vois pas ce qui est là-bas. C'était une maison d'étage, une très grande maison d'étage. Et c'était dans un lieu, vous voyez, du genre, les villes qui sont un peu désertes, non? Là où on vend seulement les terrains. C'était vers là-bas. J'ai dit, je ne vois pas. Il descend de la voiture comme un fou. Il descend, il commence à courir. Je le vois en train de monter de loin parce que je vois la torche qui s'agite, monter. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas, DMG. Donc après, il est descendu. Je lui ai dit, tu as vu quelque chose? Il me dit non. Il n'a rien vu, mais je pensais qu'il y avait des gens. Ok, bon, c'était une petite parenthèse. Il y avait beaucoup de choses similaires, mais que je veux garder de dire parce que ça serait long. Donc du coup, quand on est arrivé à la maison, sa maison là, le gardien m'a regardé de façon bizarre, mais j'ai pas suivi. On est monté et là-bas il n'y a pas la lumière comme je disais. Et il y avait, quand il ouvre les fenêtres, voilà, ça éclairé parce qu'il y a beaucoup de lumière devant les lampadaires, machin. Ok, on est rentré. Un cœur me dit reste au salon. Un cœur me dit reste au salon, ne bouge pas. Et moi, quand mon cœur me parle, c'est que c'est ça, en fait, que je dois faire. Mon cœur me dit reste au salon, ne bouge pas. Parce que d'habitude, ce que je faisais, je dépose ma sacoche, je m'en vais. Voilà, je dépose ma sacoche, je disais, excusez, je m'en vais et je me nettoie. Mais le jour-là, bizarrement, je ne voulais même pas bouger. Mon cœur me dit reste là-bas. Ok. J'avais la sacoche, j'ai même pas voulu déposer la sacoche. Je me suis mis voilà, devant, à quelques mètres de la porte. Lui, il rentre, qui part se nettoyer, il rentre. Lui, il a laissé sa sacoche sur le canapé. Donc, il rentre, il ferme la porte. TMG, je jure devant Dieu. Je jure, je ne suis pas en train d'inventer. Je ne suis pas en train d'inventer. Si mon Dieu me voit. Le mec commence à parler, à crier. Et moi, j'entends une voix. C'est la voix d'une femme, mais c'est en fait une voix bizarre, du genre, comme les voix des films en fait. Un truc incroyable.
j'écoute la voix de cette personne. Elle dit, ah bon, donc c'est ce que vous êtes en train de faire dans ma maison. C'est ce que vous êtes en train de faire quand on vous envoie ici. C'est ce que vous êtes en train de faire dans l'obscurité. Et je m'en vais, je veux ouvrir la porte. Donc, du coup, je pousse légèrement la porte. J'ai pris le courage. Je ne sais pas là où j'ai pris le courage. Je vois le mec à genoux en train de supplier. Ah, j'ai pas réfléchi 2 fois. Je n'avais rien sur moi le jour-là. Donc, j'ai eu sa sacoche. Il y avait l'argent. L'argent, hein. J'ai seulement enlevé, vu qu'il n'y avait pas les petits billets, j'ai seulement enlevé un billet de 10 000. Et par chance, il a laissé la clé sur la porte. J'ai commencé à courir. Descendre les escaliers, j'ai enlevé les babouches, j'ai attrapé la main, j'ai descendu les escaliers comme une folle, dans le noir. Comme une folle, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir. Il n'y avait pas de taxi. C'est vers devant là-bas en fait. Et quand je partais, je vois le gardien qui est là-bas dehors, il se met à rire en fait. J'ai commencé à courir. Et c'est quand je partais devant que j'ai pu arrêter le taxi. J'avais le cœur, c'est comme si on voulait m'arracher le cœur. Je me suis mis à pleurer dans le taxi. Le taxi, l'homme qui conduit me demande ce qui n'allait pas. J'ai même pas voulu parler en fait. J'ai même pas voulu parler. Mais je ne comprends pas en fait l'histoire là en ce moment. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Mais bon, après ça, je passe. Voilà, on passe un bon moment aussi. Il m'appelle, puis je n'appelle plus. J'ai même effacé son numéro de mon téléphone. Et j'étais enceinte, je répète. Donc, du coup, il y a un jour, il m'appelle. Pour un X ou Y, j'ai décidé de monter encore dans sa voiture. Je suis montée et ses intentions, c'était de coucher encore avec moi. Et moi, j'étais là, Seigneur, je suis venue faire quoi dedans? Et je vois le mec en train de tourner, de plus, on ne fait que tourner avec la voiture. Hein. On ne fait que tourner, on roule. Après, il commence à parler, il me pose une question bizarre. Il me pose la question suivante. Si tu amènes une grossesse chez toi à la maison, ta mère ne va pas te parler. Ah! Mon cœur a chauffé. Mais j'ai dit, celui-là, il connaît que je suis enceinte. Comment? Parce que je dois préciser que je ne montrais physiquement aucun symptôme ou bien le corps du genre n'avait pas changé, j'avais pas une morphologie différente. J'ai dit non, pourquoi? Il me dit c'est qui le père? Je reste comme ça, c'est qui le père comment? C'est qui le père? Et moi aussi, comme de façon bête, je commence à expliquer, je me mets à pleurer. Il m'a dit, ok. Il est descendu pour aller, je ne sais pas ce qu'il voulait faire encore, il est descendu, il a commencé à parler avec certaines personnes. Moi, je suis descendue DMG, j'ai pris mon taxi. Je suis partie, j'ai dit, celui-là, je mets une croix. J'ai bloqué son contact. Je suis partie, j'ai fui en fait la maison, je suis partie chez ma soeur. Donc, là-bas, je fais aussi les mauvais rêves. Que des rêves sur des rêves. Et je suis encore retombée dans une galère pire. C'est-à-dire, je galérais DMJ. J'ai galéré en fait. J'avais seulement que la mauvaise chance. Les gens s'approchaient vers moi, les gens me détestaient et tout comme ça là, sans comprendre. Ok. Et l'un des rêves que j'avais fait, voilà. Il descend de sa voiture pieds nus avec genre, il est torse nu. On dit torse nu, non? Avec la machette dans la main, il commence à courir. Il rentre chez moi. Qu'il vient me tuer. Et moi, je cours. Je ne sais pas comment je fais DMG. Je cours, je saute la fenêtre, je fuis. Et je me suis... En fait, et en parlant, oui, c'est un rêve, mais... C'est-à-dire, je ne dormais même pas quand j'ai fait ce rêve. Je me suis allongée, un jour j'étais fatiguée comme ça, je me suis allongée. Et voilà, j'ai commencé à voir, je suis rentrée, si on peut dire, j'ai commencé à voir un truc bizarre, j'ai commencé à voir un truc comme les crises. Et mes yeux tremblaient et j'ai eu cette vision. Donc c'est là où j'ai compris, j'ai
j'ai revu en fait la scène de ce qui s'est passé dans sa maison. Et avec tout ça là, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Et maintenant, pour confirmer, j'ai parlé avec ma soeur. Ma soeur m'a dit, OK, c'est bien, tu essaies au moins de te libérer et de chercher l'aide. Ce qu'on va faire, c'est aller voir quelqu'un, consulter. Et c'est là où on a tout craché. L'homme là jouait avec ma chance, c'est-à-dire il me retirait euh, mes chances. Et par chance, on n'a pas trop couché ensemble aussi. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas vraiment réussi à faire ce qu'il voulait. Après ça, on m'a dit de faire certaines choses, machin, et par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Ma vie est vraiment bien. En ce moment, je suis en couple avec une personne et on a déjà duré ensemble. Et je suis maman, voilà. Et tout va bien. Donc, faisons attention. Ne laissons pas nos enfants seuls, bien qu'on voit que l'enfant ne parle pas trop. C'est important d'essayer de comprendre et de savoir ce que vos enfants vivent. Parce que à la maison, on montre une image et dehors, c'est une autre image. Moi, je rends grâce à Dieu. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre par mon histoire. J'espère qu'elle n'est pas trop longue et vraiment, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Alors, salut DMJ. Encore une histoire. Et je ne vais pas dire le nom du Cameroun, mais je ne vais pas dire le nom de la région parce que il y a beaucoup, tout le monde presque est déjà connecté sur le DMJ. Ils suivent toutes ces histoires-là. À l'époque, il y avait une jeune, bon, appelons-la Marie, elle était mariée à un monsieur, un mariage, donc elle était enceinte de son 4e enfant. Au moment d'accoucher, sa belle-maman, à volontiers, a décidé de l'aider, malgré qu'ils avaient des petites confrontations de tous les jours entre belle-maman et belle-fille. A décidé de l'assister après l'accouchement, partout la femme est fatiguée. Une petite parenthèse, ici, en Europe, quand nous on accouche, tu accouches là seule, il n'y a pas de souci, tu te lèves, tu fais des choses. Mais cette histoire-là, parfois en Afrique, là, tu accouches, c'est comme si tu as fait comme si une maladie, tu vas rester là. Il y a même ceux qui restent carrément un mois, on entend de l'eau chaude et tout ça. Parfois, nous, on pense même à ces choses-là, on se dit. Et là, comme les femmes là, aiment souvent s'allonger là-bas en Afrique, elle a couché là, allongée, on la main, les nourritures, on bien fait l'eau chaude. La belle-mère garde l'enfant ce jour, alors juste après l'accouchement, la première nuit. C'est quoi qui s'est passé cette nuit? Bref, quelques jours après, l'enfant ne progressait pas, ne grandissait pas. Le petit gombo ventre était enflé. Les gens qui voient des choses que nous on ne voit pas. On commence à dire dans la rumeur, on commence à dire que la belle-mère, dans la grand-mère de l'enfant, paternelle bien sûr, avait donné la sorcellerie, ensorcelé l'enfant cette nuit qu'elle avait décidé de passer une nuit avec l'enfant. Et pendant que l'enfant grandissait, des mois, les membres étaient accrochés là comme la grenouille, un petit ventre enflé là-bas comme le kwashiorkor. Tout ça, il y avait ces spéculations partout là que l'enfant était ensorcelé par sa grand-mère, bien sûr. Elle a donc commencé, on appelle native doctor, de ces guérisseurs là, oui, les guérisseurs. De guérisseur en guérisseur, c'était la même histoire qu'on racontait, mais personne n'arrivait à débarrasser l'enfant de cette histoire-là qui était dans le ventre. Que quand moi j'avais vu cet enfant, tu voyais comment l'enfant, quelque chose en train de se balader carrément comme un gros poisson, comme un serpent, en train de faire tourner ça, l'enfant pleurait, l'enfant était vraiment mal à l'aise.
après tous les guérisseurs là, on habitait à Yaoundé à l'époque. Elle est arrivée à Yaoundé. Elle a tenté la médecine moderne. Elle allait au CHU. Quand elle est arrivée ce jour, parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, elle allait s'asseoir à la salle d'attente, la réception, en attendant qu'on l'appelle. Pendant qu'elle était assise parmi d'autres malades, un corps médical, c'était un docteur, il est venu passer. Il a lancé un regard sur elle et sur le bébé. Et puis après, il a dit, Madame, suivez-moi. Madame s'est levée. Cette dame s'est appelée leur mari. Elle s'est levée. Elle est partie, elle a suivi le médecin. Le médecin a consulté l'enfant. Et il a décidé qu'il fallait qu'on l'opère urgemment. Elle était stupéfaite. Il a fait la date. Il a donné la date qu'il fallait amener l'enfant pour l'opérer. Quand elle a mené cette nouvelle occasion, on était contente pour elle. Le jour de l'opération arriva, elle est partie. Le témoignage est qu'à la salle d'opération, ceux qui étaient à l'intérieur disent que quand le médecin avant de commettre l'opération, il avait des feuilles. Il a mâché pour combattre cet esprit-là. Et il a fait l'opération, a bien réussi à l'enfant. Et c'est un grand garçon aujourd'hui. La leçon ici aux femmes qui sont en Afrique là. Aux femmes là, quand tu accouches, c'est la maman qui protège l'enfant. Nous tous on sait ça. L'enfant appartient à sa mère. Il est bien vrai qu'il y a une de nos copines ici qui a carrément dit que pendant qu'elle était là-bas, elle avait amené l'enfant chez les francs-maçons pour les sacrifier. Qu'elle avait tendu un bébé de 3 mois. Depuis ce jour-là, j'ai même peur de cette fille-là, dont une maman parlait jusqu'à ce niveau-là pour livrer l'enfant. Donc, il faut savoir protéger les enfants, là, les bébés, quand ils naissent, parce que c'est dit qu'au niveau du cordon ombilical, quand c'est ouvert, il y a beaucoup de choses, c'est là où on garde les bébés. Donc, le fait de laisser souvent des bébés entourés de beaucoup de gens, il y a des tribus, là, parfois chez nous, la tante, la belle-maman, tout ça, c'est comme ça qu'on passe l'enfant entre les mains de tout le monde. Donc, apprenez, moi, je suis plus là pour accoucher. Et même quand j'avais accouché, moi, je garde mon enfant seul. Apprenez souvent à protéger les enfants et à bien protéger les enfants. Merci. Merci. Like, share. That's it. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG TV, comment tu vas? Ça fait depuis que ma mère et moi on te suit et on apprend beaucoup de choses. Chaque nuit qu'on veut dormir, on écoute les histoires mystiques. Donc, ma mère voulait te raconter une histoire qu'elle a vécue quand elle était petite. Bonsoir DMJ TV, comme vous le comprenez, c'est ma fille parce qu'elle aussi, elle dit qu'elle a beaucoup d'histoires que sa grand-mère lui a racontées, qu'elle aimait aussi raconter. C'est où j'ai dit que nous, les enfants, nous viennent par live pour raconter les histoires. Bon, voilà mon histoire. Je suis Ratois là et j'ai fait mon école primaire à Fumban. Bon, voilà. Quand je faisais l'école primaire bilingue à Fumban, je quittais souvent parfois quand il n'y avait pas de classe, soit parfois quand on finissait les cours, on se rendait dans un comment on appelle ça? Un cours d'eau, dans une rivière, voilà, qui passe. Et là-bas, notre rivière là était tellement grande que il y avait, comment on peut dire que la tête, le milieu et bon, voilà. Voilà, maintenant, un jour, je me retrouve là-bas avec mes copines. On commence à nager, on nage. Je faisais ça presque chaque temps quand on n'avait rien à faire à l'école, on se retrouvait toujours là-bas. Et je tiens à vous rappeler que j'avais mon neveu aussi qui faisait classe 3.
Parce que moi, en ce moment, j'étais en classe 5. Lui, il faisait classe 3 et il partait souvent là-bas. Moi, je ne savais pas aussi qu'il partait souvent aussi là-bas. Donc, nous, on cachait toujours. Personne ne connaissait que l'autre partait là-bas. Lui, il ne connaissait pas, moi, je ne connaissais pas aussi qu'il partait également là-bas. Voilà, donc un jour, il est parti là-bas, je suis allée là-bas, on ne s'était pas vu. Nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, on a vu un oncle. Mon oncle, là, c'est quelqu'un dans l'eau. Quand on l'a vu, on l'appelle Monfon Kambé en Bamoun. Voilà. Je suis sûre qu'il y a les Bamoun qui suivent ici, donc ils vont connaître de quoi je suis en train de parler. Donc, mon oncle est venu, il avait toujours sa canne qui était le parapluie. Même s'il faisait soleil, il avait toujours sa canne qu'il utilisait comme... Et c'était le parapluie qu'il utilisait comme canne. Voilà. Et maintenant, il est arrivé à la maison ce jour-là, ce fameux jour. J'étais à la cuisine avec maman. Mon neveu était en train de nettoyer ses chaussures de l'école. Voilà, mon oncle, mon enfant Kambé, assis au salon avec mon papa. Ils étaient en train de causer. Après, maintenant, voilà, mon enfant demande à me voir et voir aussi mon neveu. Et quand on nous a appelés, mon enfant a commencé à dire qu'il nous a vus dans l'eau. Je tiens à vous dire qu'il n'y avait personne à la maison qui savait qu'on partait même là-bas. Même mon neveu qui partait là-bas, lui-même, il ne savait pas que je partais là-bas. Moi non plus, je ne savais pas. Voilà, il commence à dire à papa et maman que je vois toujours les deux enfants ici, à la rivière. Elles doivent connaître, savoir que maintenant, la fois dernière qu'ils étaient là, on voulait les prendre. Les gens de l'eau voulaient les prendre. Je peux dire les mamies Wata et les papi Wata. Et on voulait les prendre. Et c'est parce que j'étais dans l'eau. C'est lui qui dit. Hein. Il dit à mon papa que c'est parce que lui, il était dans l'eau avec eux qu'il a dit que non, ça ce sont ses petits-enfants. Et qu'on ne nous ait pas pris. Donc il était donc venu pour informer à mes parents que je passe mon temps à aller à l'eau avec mon neveu. Et que toute la semaine là, ils sont à la recherche de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles à l'eau. Donc, on fait très attention parce que si on part encore là-bas et qu'il n'est pas dans l'eau, on risque de nous prendre. Et si il doit nous faire sortir, on doit seulement revenir étant décédé, étant mort. Donc voilà, mon papa a pris la chicotte, il a commencé à nous taper. On a dit la vérité que oui, c'est ce qu'on faisait. On nous a carrément interdit de ne plus passer là-bas. Lui aussi, il a interdit qu'on ne passe plus là-bas. Je vous jure que ça n'a pas fait une semaine, 3 jours. 3 jours. Il y avait 8 enfants qui étaient, parce que là-bas, à l'eau, là, comme c'est un peu dans une petite forêt, là-bas, il y a les enfants qui partent chercher du bois pour rentrer pour utiliser, pour préparer. Donc ce jour-là, c'était un samedi. Les enfants sont allés à la recherche du bois. Il y avait, quand eux, ils ont cherché le bois, ils ont mis sur la tête en traversant le pont. C'est comme ça que le pont s'est cassé. Une fille est tombée. Et quand sa soeur voulait l'arrêter encore, quand son frère a paniqué, il a aussi plongé dans l'eau pour vouloir dire qu'il veut sauver sa soeur. Et il y avait alors un gars aussi qui voulait arrêter la main du petit garçon aussi, le petit garçon qui entrait chercher sa soeur dans l'eau est aussi tombé. C'est comme ça que le samedi là, autant pour moi, 3 enfants sont partis à l'eau. Je vous jure que depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais allé là-bas.
Parce que là-bas, on entendait toujours que oh, les enfants sont perdus, sont perdus dans l'eau. Oh, l'eau est passée avec tel enfant. Donc, depuis ce jour que mon oncle, mon frère Cambin, est venu raconter, dit, nous trahir chez nos parents, nous ne sommes plus jamais allés. Parce que je me dis que d'une part, s'il n'était pas là, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train de raconter cette histoire-ci. Et pour les 3 enfants qui sont perdus à l'eau là, on nous a raconté ça. C'est donc où, comme chez nous, mon papa aimait toujours écouter la radio. C'est alors comme ça qu'on a dit à la radio qu'il y a 3 enfants qui sont perdus et on a aussi écouté comme ça. C'est où j'ai dit que waouh, notre oncle nous a vraiment sauvé la vie. Merci beaucoup DMG TV. Merci, merci, merci. Parce que avec ça, avec toutes les histoires qu'on écoute, ça nous sert de leçon, ça nous apprend beaucoup de choses. Et même ma fille est devenue fan de toi, DMG TV. Elle aime écouter, elle aime aussi écouter. Voilà, merci beaucoup. Et bonne soirée à toute la communauté DMG TV. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Merci de liker, de commenter et de partager. Je vous raconte mon expérience. Ma première fois quand je suis rentrée en transe. Moi, comme tout le monde, je ne sais pas. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui pensent que c'est le mensonge. Je vais vous raconter. Je suis née et j'ai grandi dans une famille de Maranga, comme on dit chez nous. Une famille de bouddhistes. Mon grand-père, il était en plein dedans. Tous mes grands-pères, même chez nous, là, on avait un temple, bien que ça soit tombé tout seul. Et après, il n'y a plus ça. Mais n'empêche que dans la famille, c'est héréditaire. Donc, je suis allée assister à une veillée. Chez mon grand-père. On est là, on mange, on boit. Donc, après un moment de la soirée, je suis allée de moi-même, je suis allée demander à mon oncle que je voulais manger l'iboura. Donc, tu peux manger ça et ça te fait veiller toute la nuit, tu n'as pas sommeil, tu ne ressens pas de fatigue et tout. Donc, il m'a donné une portion que j'ai mis au creux de ma pomme. J'ai bu avec de l'eau. Donc, nous sommes là, je suis avec sa femme. On est là en train de papoter. On a terminé d'abord de manger à l'intérieur, dans la maison. On mange. Maintenant, on termine de manger. On vient s'asseoir maintenant pour assister à la veillée. Donc, nous sommes là assises. On est assises. On est en train d'assister à la veillée et tout. Il arrive un moment où je sens que je vais rentrer en transe. Mais c'est comme ça que je tapote la femme à mon oncle. J'ai dit non, là. On dirait que je suis en train de rentrer en transe. Elle me dit, oh non, toi arrête avec tes choses là, à quelle transe là. On t'a donné ça, c'est pour veiller, on t'a donné ça, c'est pour rentrer en transe. J'ai dit que là, je suis en train de rentrer en transe. C'est parce que je suis en train de blaguer. Voilà, je me lève, heureusement. J'avais mon pantalon en bas et puis j'ai attaché le pagne au-dessus. Voilà moi maintenant. Je suis en train de tout les bagues ici. Non? Pardon, c'est une expérience où moi je me sens toute petite dans mon propre corps. Je n'ai plus possession de mon corps. Je sais que c'est mon corps, mais moi-même je suis carrément en bas, en dessous, si vous voulez, dans mon ventre. Moi-même je suis dans mon ventre. Et c'est l'esprit maintenant qui prend possession de mon corps. Mais je vous rassure que je ne suis pas initiée à aucun rite. Je ne suis initiée à aucun rite initiatique de chez nous. Donc me voilà maintenant. Les gens sont en train de demander, c'est comment elle est initiée, Mais c'est la voix qui a l'esprit qui a pris possession de mon corps qui répond,
à la personne qui a posé la question que c'est toi qui m'as initié. C'est toi qui m'as initié. Voilà, moi, on m'attache le pagne. Après, on demande. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Je ne prends pas la peine de répondre. Je ne réponds même pas. Je commence à faire le bruit des animaux de la forêt. Je commence à faire le bruit des animaux de la forêt. J'ai changé, je ne suis plus là-bas. Je me donne. Je vous dis que en moi-même, je suis consciente que ce n'est pas moi. En moi-même, dans mon corps, je me sens toute petite. Je me sens toute petite. Et je suis en train de dire à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que j'ai commencé à voir des choses. Mon expérience, j'ai commencé à voir des choses. Je commence à parler des choses d'autrui. Il y a une maman qui était à côté de moi. Je suis maintenant en train de dire, toi, arrête de faire ta sorcellerie là. Arrête de faire ta sorcellerie là. Dans maison, tout le monde, on est venu m'attraper, m'enlever. Donc, on part là où on m'emmène. On m'emmène, c'est sur une fosse septique. Je vous assure que personne n'a pu me dégager de cette fosse septique là. Et la fosse septique là, je l'ai même cassée. Parce que la voix de l'animal que j'avais, c'était le gorille. Et donc, vous imaginez, j'ai maintenant une force de gorille. Ils étaient plus de combien de personnes, c'est-à-dire les hommes et les femmes mélangés. Personne n'a pu arrêter ça. Je raconte cette expérience-là parce qu'il y en a qui pensent que le fait de rentrer en transe, c'est du mensonge. Par mon expérience, je suis convaincue que ce n'est pas du mensonge. Parce que toi-même, à l'intérieur de ton corps, tu te sens toute petite, incapable de faire quoi que ce soit. C'est cet esprit-là qui prend le plein contrôle de ton corps. Après, moi-même, je me suis ressaisie, on m'a fait rentrer dans la maison. Je me suis laissée aller. On m'a fait rentrer dans la maison parce que là où j'étais dehors, là, il suffit que tu te places devant moi, je te balance ce qu'il y a dans ta vie. Il suffit que tu te places devant moi, je te balance ce qu'il y a dans ta vie. Donc, après ceux qui connaissent, on demande à l'esprit, qu'est-ce que tu es venu chercher? À l'esprit de dire, moi je suis venu pour danser. C'est le rythme de votre musique, le bruit de la musique, le mungongo que vous jouez qui m'a fait venir. Je suis venu pour danser. Mais il y en a là, il y a certains gangas qui viennent, ils attrapent les mains, genre il faut faire asseoir le truc, il faut que le truc se calme. Mais le truc n'est pas venu pour se calmer, le truc est venu pour danser. Le truc, je vous jure que je suis venu pour danser. On demande le nom, il donne son nom. Mais jusque là, je suis moi-même à l'intérieur, mais toute petite. Et ce que je peux dire, je peux m'entendre, je ne peux m'entendre que moi-même. Donc l'esprit qui est venu m'habiter me dépasse. Mais c'est pas comme si que c'était une mauvaise chose. Cette expérience m'a fait comprendre que c'est pas une mauvaise chose. Parce que vous tenez-vous prêts, j'ai reçu cette expérience sans être passé par un rite initiatique. Et quand on m'a emmené dans la chambre en question, vous savez, dans la maison, il y a des gens dans les soirées comme ça, ils viennent pour vous tester. Il y a un qui vient se placer devant moi. Direct, quand il passe comme ça, je dis, hé, ne viens pas me tester. Et ça, c'est l'esprit qui parle. Ne viens pas me tester. Mais cette soirée-là, je n'ai pas consulté qui. Ou cet esprit-là n'a pas consulté qui. Et quand je parlais, les gens se mettaient à pleurer parce que tout ce que je disais sur leur vie, ou tout ce que cet esprit-là disait sur leur vie, c'était carrément la vérité. Carrément la réalité. Et cet esprit-là n'est nul autre que un de mes ancêtres. Parce que quand il arrive, vous lui posez la question, qui vous répond? Il vous dit qui il est.
Il vous dit son nom. Il vous donne ses intentions. Parce que lui, il est venu dans l'intention de danser. Et c'était tout ce qu'il voulait, juste danser. Mais cette soirée-là, on ne l'a pas laissé danser. On l'a juste fait consulter les gens. Et il était très fâché. Très fâché. C'est mon expérience. Allez, merci de liker, de commenter, de partager. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.